La naissance de l'art dans la préhistoire est une question complexe. Pour certains, elle est le fruit d'une révolution mentale qui aurait débuté il y a 40 000 ans. Pour d'autres, elle résulte d'une longue évolution engagée avec l'apparition des premiers hommes il y a 2 millions d'années. Progressivement, nos ancêtres s'affranchissent des impératifs immédiats de survie. Ils consacrent une part croissante de leur temps aux activités artistiques. Ils décorent leurs objets et les sites où ils s'établissent. Avec les Magdaléniens, ces ancêtres installés dans une grande partie de l'Europe entre 18 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'art se développe à un niveau exceptionnel. Leurs chefs-d'œuvre ont traversé les millénaires et nous livrent un témoignage partiel et mystérieux de leur culture. Si on prend en compte la composition de Lascaux, avec sa thématique, sa diversité d'espèces, sa composition, mais aussi ses dates aux alentours de 18-19 000 ans, on peut d'une certaine manière, de façon raisonnable, considérer qu'on est aux racines du magdalénien. Parmi les quelques 200 grottes préhistoriques ornées d'Europe, près des 2/3 sont attribuées à la période magdalénienne, entre 18 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. À travers des sites majeurs comme Lascaux ou Altamira en Espagne, on connaît désormais les talents de peintre des artistes magdaléniens. Leurs dons de sculpteurs et de graveurs sont beaucoup moins connus. Pourtant, certains sites comme celui de Cap-Blanc, proche de Lascaux, témoignent de leur maîtrise exceptionnelle de la sculpture. Mais c'est le petit village d'Angles-sur-l'Anglin, en Poitou-Charentes, qui recèle très certainement le joyau absolu de la sculpture magdalénienne. Au pied des falaises calcaires qui bordent la rivière, se cache un site unique au monde. Dans un abri sous roche, une frise sculptée datée de 15 000 ans avant Jésus-Christ orne la paroi rocheuse sur près de 30 mètres. La frise sculptée du Roc aux Sorciers, à Angles-sur-l'Anglin, avec la beauté, la richesse, mais surtout la complexité technique de son dispositif sculpté, monumental, est certainement l'équivalent de Lascaux au niveau de la peinture. Découvert pour la première fois en 1927, le site du Roc aux Sorciers est à l'époque complètement obstrué par les éboulis et l'érosion.
C'est seulement à partir de 1947 que Suzanne de Saint-Mathurin et son amie anglaise Dorothy Garrod, deux femmes de caractère, vont mener pendant plus d'une décennie le travail de dégagement des milliers de mètres cubes de gravats, mobilisant les forces vives du village, hommes, femmes et enfants. Geneviève Pinson est la responsable scientifique de ce site unique. Extrait du carnet de fouilles de Suzanne de Saint-Mathurin. Mercredi 28 septembre 1949. Très grand travail de fouille. Foyer extrêmement riche. Du côté du talus, très grosse lentille de sable argileux, gras, jaune clair, enrobant de nombreux petits fragments de calcaire. Des objets ont glissé entre les pierres. Gonod trouve une aiguille entière en 3 fragments, brisure ancienne. Grande pointe de saguet dépassant les dimensions habituelles. Saguet à base pointue, cousoir, magnifique silex, coquilles, etc. L'abri sous roche du Roc aux Sorciers comprend 2 zones fouillées. La cave Taillebourg et l'abri bourdois, distants l'un de l'autre d'environ 15 mètres. Ce Lascaux de la sculpture offre aux équipes d'archéologues un terrain d'exploration d'une immense richesse. La frise du Roc aux Sorciers, dans la forme sous laquelle elle nous apparaît aujourd'hui, est une œuvre absolument monumentale dans son développé, sur sa longueur et l'épaisseur de matière travaillée. En ce sens, elle est le résultat d'un projet, d'une intentionnalité d'un groupe social absolument évident. Les groupes humains ont certainement séjourné sur place pendant de longues périodes de manière à progressivement compléter ce chef-d'œuvre. Ils ont sans doute choisi aussi le site en fonction de sa position dans un paysage, dans un territoire, mais en fonction aussi de la capacité de la paroi à être travaillée. Parce que la présence de sculptures dans les abris sous roche et jamais dans les grottes profondes impliquait la présence de lumière et certainement un lien avec la lumière du jour, avec le groupe, avec les activités humaines. Je pense que la frise sculptée du Roc aux Sorciers n'est pas dissociable de l'ensemble de la vie sociale. Au pied des parois sculptées, les fouilles ont mis en évidence de nombreux foyers ainsi que des objets ornés, des parures, des lampes en calcaire, des godets à peinture, des outils en silex, bois de renne ou ivoire de mammouth. Le lien entre art et habitat à l'époque magdalénienne est une des grandes questions que ce site soulève. Suzanne de Saint-Mathurin a dégagé ce bison, encore en place sur le plafond de la cave Taillebourg. On constate sur ce bison plusieurs anneaux, un qui affecte la tête, un qui touche à l'arrière-train et un autre aux pattes postérieures. Ces anneaux ont sans doute 2 rôles, un rôle symbolique, lié aux œuvres, et un rôle fonctionnel, lié à l'habitat. Ces anneaux intégrés aux sculptures auraient permis de suspendre des objets ou d'attacher des liens. La disposition symétrique des anneaux en haut et en bas de la voûte laisse aussi penser à un dispositif pour tendre des pots. Ces cloisons souples et amovibles auraient servi à délimiter des aires d'occupation domestiques et artistiques différentes dans l'abri, ou à séparer certains groupes d'occupants les uns des autres. L'interprétation des sites ornés, les raisons qui ont poussé nos ancêtres
à créer de telles œuvres reste une grande question. L'interprétation de l'art préhistorique a évolué avec les idées des préhistoriens et l'évolution de la science archéologique. Au début, à la fin du XIXe siècle, il était logique que ce soit l'art pour l'art, la magie, le totémisme qui soient en vigueur. Par contre, progressivement, à partir des années 50-60, on a commencé à travailler sur le contenu archéologique des sites, à donner la place à l'œuvre d'art dans son contenant. À l'heure actuelle, on en est plutôt à une approche qui vise à contextualiser les expressions artistiques. Il apparaît qu'aujourd'hui, des sites qui ont une grande diversité de vestiges archéologiques et qui, en outre, ont de grandes manifestations d'art sur les parois, ce sont donc des habitats de longue durée. Mais qui étaient les occupants de ces sites il y a 15 000 ans ? Un homme tente de recueillir de précieux indices sur les modes de vie et l'environnement de nos ancêtres magdaléniens à partir de l'étude de leurs squelettes. Roberto Macchiarelli est paléoanthropologue et professeur en paléontologie à l'université de Poitiers. Il se rend au musée de Périgueux pour sélectionner des éléments d'un des très rares squelettes originaux de Magdaléniens. On voit ici la sépulture, le moulage de la sépulture magdalénienne de Chancelade. Il s'agit d'un squelette presque complet d'un individu qui a été inhumé en position fœtale. Je veux maintenant sélectionner des éléments du squelette original pour analyse. En procédant à un scan 3D de parties précises du squelette, comme la mâchoire, la dentition, les os des bras ou des jambes, il recueille des informations sur la structure osseuse et la morphologie des Magdaléniens. Ces éléments permettent d'émettre des hypothèses sur leur capacité physique et leur mode de vie. Voilà. Très bien. Okay, bien projeté. Ayant déjà procédé à des scans 3D de squelettes néandertaliens, il peut ainsi comparer les traits distinctifs en termes d'évolution sur une période d'environ 10 000 ans. Les résultats publiés par Roberto Macchiarelli montrent des modifications importantes dans la structure du squelette et de la dentition. L'épaisseur des os magdaléniens est inférieure de 150% à ceux de Néandertal. Des différences qui reflètent une évolution très importante de style de vie, de dépenses physiques, de relation à l'environnement. Mais quel visage se cache derrière nos ancêtres artistes ? À partir du crâne du squelette de Chancelade, un des très rares squelettes magdaléniens retrouvés, Elisabeth Deinès, artiste-sculpteur mondialement reconnue pour ses reconstitutions d'hominidés, tente de reproduire scientifiquement un visage de Magdalénien. Portrait robot plus proche de nous que de l'homme de Néandertal, mystérieusement éteint il y a 28 000 ans. On retrouve des traces de la culture magdalénienne sur une très grande partie de l'Europe, allant de l'Espagne à l'Ukraine, au Royaume-Uni, en passant par la France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne ou la République tchèque.
les mouvements de population à cette époque, mais aussi les causes probables de la dissémination de cette culture pourraient s'expliquer par le climat. Dominique Gentil est chercheur au laboratoire des sciences du climat au CEA. Il travaille sur la datation et la chronologie des climats anciens. Dans la grotte de Villars, située dans le Périgord, il recherche de précieux indices pour mieux comprendre les caractéristiques du climat européen d'il y a 15 000 ans. Les stalagmites qui poussent au maximum d'1 millimètre par an, selon les quantités d'infiltration d'eau, sont de précieux auxiliaires de cette science des climats anciens, appelée paléoclimatologie. Cette stalagmite a enregistré l'histoire climatique de 50 000 ans, entre 80 000 ans et 30 000 ans. À partir de 30 000 ans, elle s'est arrêtée de pousser parce que les conditions climatiques étaient très froides et il n'y avait plus d'infiltration. Et celle-ci a repris le relais et à partir de 16 000 ans, donc ce qui correspond à la période du Magdalénien, et elle s'est arrêtée à environ 8 000 ans. Et elle a enregistré aussi l'histoire, une partie de l'histoire de la déglaciation de cette période-là. Les stalagmites sont sciés selon leur axe de croissance pour faire une première datation à l'uranium-234 et évaluer la période qu'ils couvrent. Puis à l'aide d'une microforeuse, Dominique Gentil perce le stalagmite en différents points distants d'environ 3 mm. La poudre recueillie en chaque point lui permet de mesurer la proportion d'atomes plus ou moins lourds d'oxygène et de carbone contenus dans le stalagmite. Cette proportion varie en fonction de la couverture végétale et de l'activité microbienne dans le sol. Ces éléments sont dissous dans les eaux d'infiltration et se retrouvent donc dans les stalagmites. Ces recherches nous apprennent que l'époque magdalénienne a été marquée par un réchauffement important 15 000 ans avant Jésus-Christ, suivi d'un refroidissement brutal de 5 à 10 degrés entre 12 700 et 11 500 ans. Les groupes de chasseurs-cueilleurs descendaient vers le sud lors des périodes de glaciation et remontaient vers des territoires situés plus au nord lorsque le climat se réchauffait. Ces successions de périodes froides et plus chaudes ont aussi contribué à la déstabilisation des abris sous roche avec des chutes de blocs de calcaire. Au fil des millénaires, les aléas climatiques ont malmené nos ancêtres, mais aussi les œuvres qu'ils nous ont léguées. Cette frise de chevaux magdaléniens est recouverte d'une fine couche de calcite. Elle est toujours en cours de formation, comme on peut le voir avec les gouttes d'eau qui coulent en ce moment. Et on peut s'attendre à ce que dans quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, voire un peu plus, elle soit complètement recouverte et disparaisse de notre vue. Les peintures ou les sculptures sur les parois rocheuses sont les principales informations qu'il nous reste pour mieux connaître cette civilisation, d'où l'importance de leur préservation. À Angles-sur-l'Anglin, la course contre la dégradation de certains blocs est engagée. Des équipes d'experts tentent de révéler des gravures et les pigments de certains blocs écroulés de la paroi. Ces opérations de restauration demandent patience et précision. Maintenant, on commence à discerner quelque chose. La polychromie, qu'on devine maintenant assez largement, avec des traits rouges, par exemple, un fond rouge global, des tracés noirs qui sont assez abîmés, et surtout des très fines incisions qui dessinent des figures
qui devront être étudiés, quoi. Explorer cette culture, c'est comme reconstituer un puzzle. La fréquence de certains motifs, leur agencement, leurs proportions sont autant d'indices pour décoder la signification de ces œuvres et le contexte dans lequel elles ont été créées. Là, ce petit éclat a une histoire particulière, c'est qu'il vient de la cave Taillebourg, à 20 mètres d'ici. Et il a permis de réunir ces deux gros blocs assez énormes. Et donc, on voit un potentiel de puzzle pour réunir tous ces fragments, sachant qu'il y a 350 autres fragments qui proviennent du site, qui sont au musée de Saint-Germain-en-Laye. Les représentations animales sont très nombreuses et d'une grande finesse. Mais on trouve aussi sur les parois des abris sous roche d'autres motifs. Des symboles de féminité qui posent la question de la place des femmes dans la société magdalénienne et qui retracent les différents états du corps féminin au long d'une vie. La jeune femme enceinte, la femme mûre et la femme âgée qui a perdu toutes ses rondeurs. Certains sites comportent aussi des profils humains. Les Magdaléniens auraient-ils découvert l'art du portrait ? Tout au long du Paléolithique, les représentations humaines sont rares. Mais il faut quand même rappeler que les humains étaient relativement rares dans le paysage à cette époque-là, et que c'était les animaux qui dominaient. On observe malgré tout qu'au Magdalénien, on a vraiment beaucoup plus de représentations humaines avec du détail au niveau de la tête. Comme si, effectivement, il y avait un intérêt, non pas pour le portrait, mais peut-être pour rentrer dans la personnalité des êtres représentés. Et là, c'est peut-être quelque chose qui va marquer l'art magdalénien. Certains profils sont détaillés et répondent sans doute à une volonté de représentation réaliste. D'autres figures semblent déformées. Leur profil bizarre pourrait s'expliquer assez simplement. La faible lueur des lampes à huile projetait sur les parois des ombres de visages déformés que les graveurs reproduisaient. Les visages gravés sont aussi présents en très grand nombre sur des plaquettes de pierre plate, retrouvées parfois par milliers dans certains abris magdaléniens. C'est le cas du site de la Marche, où ont été collectées plus de 1500 plaquettes. L'interprétation des plaquettes gravées déposées, ou en tout cas découvertes en grand nombre dans un certain nombre de sites, qui sont des grottes limitées, est assez ouverte. On peut malgré tout identifier une manière particulière de représenter les humains et les animaux en ayant répété plusieurs fois et de nombreuses fois les tracés. Ces œuvres sont beaucoup plus libres et spontanées que ce qu'il y a sur les parois. Elles sont peut-être été réalisées à l'occasion de rituels ou alors il s'agit d'activités éducatives, apprendre à dessiner, à représenter. En tout cas, c'est un phénomène qui marque beaucoup le magdalénien. Certains archéologues pensent aussi que ces plaquettes étaient destinées à faire un dallage orné dans certains abris. Le docteur Léon Pal et Marie de Saint-Péreuse, deux figures de l'archéologie paléolithique du XXe siècle, se sont livrés dans les années 70 à un relevé très précis des plaquettes gravées du site de la Marche qu'ils ont regroupées dans un ouvrage.
Ah, très bien. Sur leurs traces, l'archéologue Nicolas Mellard poursuit ce travail d'analyse des motifs gravés. Une grande là que je ne connaissais pas encore. Et justement, je vais commencer à travailler avec celle-là, je pense. Ouais, celle avec le nouveau-né, très bien. Bon courage. Merci, merci. À l'aide des nouvelles technologies, il examine ces plaquettes dans leurs moindres détails. La microtopographie 3D permet d'analyser avec une extrême précision les traces de gravure et leurs profondeurs respectives. Il peut tenter d'en déduire les outils utilisés par le sculpteur, mais aussi repérer des traces quasiment effacées qui témoignent d'un motif plus ancien. Beaucoup de plaquettes comportent de multiples gravures superposées avec des enchevêtrements de traits plus ou moins profonds. Cela laisse à penser que ces plaquettes étaient réutilisées plusieurs fois, un peu à la manière des ardoises magiques, où l'on efface le dessin précédent pour en composer un nouveau. La lecture technologique des gravures me renseigne sur la démarche que l'artiste de la préhistoire avait pendant qu'il produisait ses représentations. À ces moments-là, on se sent donc tout près du geste du graveur magdalénien. À une période où le métal n'existait pas encore, l'outillage du sculpteur magdalénien se réduisait à des burins, grattoirs, perçoirs et lames de silex. Chacun de ces outils avait sa fonction. Ici, on a les blocs. Lucie Chemana et Sylvie Berry tentent d'associer certains outils particuliers aux marques et incisions des blocs sculptés venant du roc aux sorciers. Sylvie, est-ce que tu penses qu'il y a certains outils qui ont pu être utilisés pour aplanir ici cette zone? On la voit également ici. Tu vois, il y a la forme du sillon et puis il y a une zone qui est très aplanie. Il est probable qu'il y ait un certain nombre de lames, qui sont les lames les plus grandes, comme celle-ci, et les plus solides, sur lesquelles on peut observer des traces qui indiquent un mouvement tout à fait circulaire sur la matière, et qui aurait bien évidemment retiré à ce moment de la matière. On voit d'ailleurs des stries complètement orientées, où on voit que ça a été une succession de gestes. Mais étant donné l'organisation des traces, il est très probable et même obligatoire, que le support était beaucoup plus tendre au moment où ça a été travaillé, parce que l'outil est rentré dans la matière. Les techniques allaient de la trace fine laissée par la pointe d'un burin à des incisions plus profondes, dessinant vigoureusement les contours. Les stigmates. Excuse-moi, c'est ce que tu de la parole. Dans certains sites, comme à Angles-sur-l'Anglin, des enlèvements de matière importants font apparaître des bas-reliefs. Le caractère extrêmement impressionnant et la réussite des grands chefs-d'œuvre de l'art préhistorique, comme le roc aux sorciers et sa frise sculptée, implique qu'il y a eu des grands maîtres et qu'il y a eu aussi, au temps de la préhistoire, des Michel-Ange. Donc des personnes qui étaient animées d'intention, qui possédaient un savoir-faire exceptionnel et qui étaient capables de retranscrire les pensées d'une société. On ne peut pas exclure l'hypothèse que certains des artistes les plus doués aient fait école et créé un style qu'on retrouve sur plusieurs sites. Lorsqu'on étudie les manières de figurer des détails anatomiques, par exemple sur les animaux, on a l'impression d'être en présence de particularités stylistiques, c'est-à-dire qu'un groupe humain a sa propre manière de figurer tel élément d'une représentation. C'est l'hypothèse que tente de vérifier Geneviève Pinson en comparant le site du roc aux sorciers et le site voisin de quelques 200 km appelé la Chaire à Calvin.
Elle s'est déposée post-fouille. Par des méthodes de projection, elle superpose des motifs relevés au roc aux sorciers sur des gravures de la Serra Calva. Il faudrait m'éclairer le cheval. Oui, on va t'éclairer le cheval. Là, c'est bien. T'as vu ça? Regarde. Et ben là, t'as exactement la même chose. C'est beau ça, ça c'est beau. Je suis contente qu'on le fasse ça quand même. Ça, t'imagines ce que ça devait être? Au tout début, quand ils l'ont sculpté, ça devait être magnifique. Ça fait rêver. Super, là. Alors la tête, on la voit, elle apparaît d'un coup comme ça. C'est simplement les mêmes. C'est simplement les mêmes, mais vraiment les mêmes. Hein. Même posture, même cheval, même truc, même tout. Tout y est. Ça, c'est une semaine, l'année prochaine. C'est vrai que c'est chouette. La même comparaison stylistique a été faite entre des visages gravés du site de la marche et se trouver sur la paroi du roc aux sorciers à angle sur l'angle. De la marche, et on va le coller sur le profil du roc aux sorciers, voilà, top, nickel. Voilà, tu vois, on a le profil de la marche là, il s'insère parfaitement dans le contour du roc aux sorciers. On peut voir une particularité réémerger à distance, à des centaines ou quelquefois un millier de kilomètres. Il y a donc la preuve que ces groupes étaient en contact, qu'il y avait des échanges, de la tradition orale, et que peut-être c'était les histoires, les mythes, les particularités, les rituels qui se communiquaient. Le développement de la culture magdalénienne en Europe est contemporain d'une nappe de peuplement par Homo sapiens des marges de l'Europe et du nord de l'Afrique. C'est vraisemblablement une des raisons pour lesquelles on peut s'attendre à trouver en Afrique, comme par exemple en Égypte, des formes d'art qui sont assimilées ou apparentées par leur thématique, par leur technique. En février et mars 2007, sur les flancs des collines de grès nubien, qui bordent le Nil dans la région d'Assouan, une équipe archéologique internationale fait une découverte majeure. L'équipe, dirigée par le docteur Dirk Huysch des musées royaux belges d'art et d'histoire, découvre de magnifiques gravures réalisées à ciel ouvert sur les parois rocheuses. Ce site, signalé de façon anecdotique par une expédition canadienne dans les années 60, n'avait fait l'objet d'aucune étude poussée. « 160 figures gravées ont été dévoilées, dont la majorité sont des représentations animales. Toutes les gravures sont relevées et répertoriées. La tête et les cornes du bovidé en bas. Ici. Oui, c'est là. Juste la tête et les cornes. Ça va? T'as assez de recul comme ça? Ça va. Ok. Oui, et alors tu fais pareil pour... C'est le dessus. Oui. Juste la tête, hein? Juste la tête et les cornes. Les motifs représentés permettent aussi d'apporter de précieux renseignements sur l'environnement des occupants de Kurta il y a 15 000 ans, et notamment sur la faune. Salima Ikram de l'Université américaine du Caire est une spécialiste des représentations animales préhistoriques. Elle identifie avec le directeur adjoint de la mission le bestiaire reproduit sur la roche. Donc tu penses que c'est une antilope bubale? Oui, j'en suis sûre. Mais on peut vérifier pour en avoir l'assurance en cas de doute.
Regarde ces cornes qui correspondent totalement avec ce qui est représenté. Et là, son oreille, c'est vraiment frappant. Ici, on voit la bosse. Et enfin, ce qui est super là, c'est la queue. Et tu sais, c'est cohérent avec ce qu'on sait de la faune de la région, car on a retrouvé de nombreux ossements d'antilope bubale. Oui, tout à fait. C'était leur principale source de nourriture. C'est curieux qu'il n'y en ait pas plus de représentés. On a beaucoup de rocs, mais peu d'antilopes bubales. La situation géographique à Kurta n'a pas vraiment changé. Le paysage est le même et les sites, les gravures rupestres ont en effet été exécutés très haut sur les parois. Au Paléolithique, c'était la même situation. Mais peut-être c'est significatif parce que l'emplacement des gravures offre une vue panoramique sur la vallée du Nil, sur le paysage, sur les terrains de chasse des chasseurs paléolithiques. Et peut-être, dans ce sens-là, on pourra dire que l'art rupestre de Kurta a quelque chose à voir avec la chasse. Les perspectives de cette découverte de Kurta sont énormes. Évidemment, il y avait de l'art plus ancien en Afrique, mais Kurta, c'est vraiment le premier site d'art rupestre en air libre paléolithique qu'on connaît. Et c'est nouveau. Et on comprend très mal que ça soit tellement semblable à l'art paléolithique en Europe. C'est presque la même chose. Ce n'est pas un hasard si ce site de Kurta a été baptisé le Lascaux sur le Nil. Okay, Lisa? Okay. This is my favorite. This is the Kurta masterpiece. C'est le chef-d'œuvre de Kurta. Il fait environ 4 mètres de long et 2 de haut, avec 25 représentations de bovidés, une figure humaine. C'est une composition assez complexe, avec beaucoup de superpositions. Tu penses que ça rappelle un peu Lascaux ? Oh, absolument. C'est dans le style de Lascaux. Parmi une majorité de gravures animales réalistes, quelques silhouettes humaines très stylisées ont été relevées. Si on doit qualifier l'art de Kurta, je dirais que c'est une combinaison entre l'art naturaliste et l'art abstrait ou très stylisé. Et là aussi, c'est tout à fait la même chose que comme dans le magdalénien. À proximité du site, Derkwijch et son équipe cherchent aussi des outils qui sont d'excellents indicateurs sur le profil des occupants de Kurta. Des indices montrent que l'occupation du site se serait faite sur une longue période, entre moins 15 000 et moins 8 000 ans, car certaines des gravures sont datées par Derkwijch de la fin du Paléolithique. C'est le cas de ce piège à poissons, utilisé par les populations du Nil il y a 8 000 ans. Qui étaient les occupants de Kurta ? Un petit clan qui se déplaçait le long du Nil ? Est-il envisageable qu'ils aient eu des contacts avec des groupes migrants venus du sud de l'Europe ? Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Derkwijch compile toutes les données géographiques et archéologiques sur le site et ses alentours. Ses recherches portent aussi sur la comparaison détaillée de certains motifs relevés à Kurta et les représentations de sites européens. Et voilà donc 3 des figures humaines de Kurta, très stylisées. C'est vraiment la forme féminine réduite aux fesses, si je peux dire. Ici, sans tête, sans bras, sans pieds, donc des figures très stylisées qui se comparent parfaitement à ce qu'on a par exemple en Dordogne, sur le site de
magdalénien final de la Linde et dans le magdalénien final de Gunnersdorf en Allemagne. Et bien, ces deux sites du magdalénien final sont vieux d'à peu près 12 000 ans. Voilà donc un des bovidés sauvages de Courta. Et c'est un dessin parfait, mais il faut surtout noter la façon curieuse dont les pattes arrière sont faites. Et j'ose quand même comparer ça à ça, et ça c'est en effet, c'est la fameuse vache sautante de Lascaux avec des pattes qui sont repliées, pas d'une façon naturelle, mais plus ou moins de la même façon que à Courta. Je ne crois pas qu'il faut expliquer ces similitudes dans l'art par une influence directe ou indirecte ou par des migrations de population. Non, je crois qu'il s'agit tout simplement du fait que le cerveau humain fonctionne de la même manière partout et les gens de Courta ont vécu dans les mêmes conditions que les Magdaléniens. Ils avaient les mêmes besoins, les mêmes occupations, la même mode de vie et ça a produit un art qui est comparable à ce qu'on a en Europe. À la période où se développait le magdalénien en Europe, en Égypte, il y a un art rupestre qui peut être considéré comme apparenté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une continuité culturelle entre ces ensembles. En revanche, des traces de la culture magdalénienne ont été retrouvées dans le nord de l'Europe. Dans ces contrées plates, pas de grottes ou d'abris sous roches, les groupes de chasseurs-cueilleurs s'établissent dans des campements de plein air. C'est le cas du site de Pincevent, proche de Paris, occupé il y a 12 300 ans. Les Magdaléniens ont aussi vécu dans les plaines du nord de l'Europe. Et le site de Pincevent est un bon exemple d'occupation saisonnière par des groupes magdaléniens. On y voit notamment l'organisation spatiale détaillée du groupe en unités domestiques, en tentes, en habitat. On y a une excellente image de la transmission des savoirs en ce qui concerne par exemple la taille du silex. Par contre, il n'y a pas pour l'heure beaucoup d'art mobilier, mais peut-être était-il sur des supports qui n'ont pas été conservés. En tout cas, c'est un bon exemple de l'extension vers le nord de la culture magdalénienne. On connaît actuellement près d'une vingtaine de niveaux d'occupation étagés sur 1 à 2 mètres de profondeur. La superposition de ces niveaux, séparés par quelques centimètres de sédiments, témoigne du retour répété de petits groupes venus s'établir pour quelques mois sur un territoire favorable à la chasse lors de migrations saisonnières des rennes. Pincevent ne constituait qu'une étape pour ces chasseurs au cours de leur déplacement. On estime que certains groupes pouvaient couvrir plus de 400 km lors des migrations saisonnières. À cette époque, le niveau des mers est 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui, permettant le passage à pied de groupes magdaléniens sur des terres inoccupées jusqu'alors. Le Royaume-Uni, encore rattaché au continent européen, fait partie de ces nouvelles terres explorées. Cresswell Crags, un ensemble de petites grottes regroupées dans la vallée d'une rivière, environ 20 miles au nord de Nottingham, est connu depuis plusieurs décennies. Quelques objets paléolithiques y avaient été trouvés, mais c'est seulement en 2003-2004 que les premières gravures rupestres y furent découvertes par Paul Bann et une équipe internationale d'archéologues. Paul retourne sur les traces de sa découverte avec Brian, le gardien des grottes de Cresswell pendant plus de 30 ans. En 2004, il y avait une bien meilleure lumière dehors. Je me penchais sous la voûte comme ça, en regardant vers l'extérieur, et soudain je l'ai vu sous le bon angle. Et en fait, j'ai vu que c'était une figure d'oiseau d'un bas-relief gravé. Là, on voit le corps, l'œil,
Et ça ressemble exactement à un ibis assis dans son nid. C'est unique dans l'art paléolithique. On n'y recense aucun oiseau gravé sur une voûte, aucun ibis, nulle part, sauf ici. Pendant 30 ans, j'ai vraiment rêvé de découvrir une grotte ornée au Royaume-Uni. Je ne voyais aucune raison pour qu'il n'y en ait pas, mais tous les livres, tous les spécialistes disaient que ça n'existait pas. En fait, je suis venu pour la première fois à Creswell en 1989, car c'était un site connu avec des grottes. Je pensais que c'était intéressant de le visiter, alors je suis venu avec un groupe. C'était une journée de juillet, un peu grise, le site ne semblait pas vraiment impressionnant. J'ai pris une photo de la vallée, je me suis baladé, j'ai regardé à travers les grilles d'entrée de quelques grottes. Elles m'ont paru toutes petites et sans intérêt, et puis j'en suis resté là. Mais quand en 2003, nous avons entamé nos recherches sur l'art paléolithique, Creswell Crags est apparu comme un site prioritaire de recherche, car on y avait déjà trouvé des objets d'art mobilier. Et c'est ainsi qu'après 30 ans d'attente, j'ai découvert des gravures le premier matin où j'ai observé les parois. Et c'est étonnant de penser que vous avez changé l'histoire archéologique de votre pays, car tous les livres devront maintenant mentionner qu'il y a des grottes ornées en Grande-Bretagne. La découverte des gravures de Creswell est bien sûr d'une très grande importance au niveau européen, car un nouveau pays s'ajoute à la liste de ceux qui ont un art pariétal. Et surtout, cela montre que dans le nord-ouest de l'Europe, l'Angleterre faisait partie du monde magdalénien. D'après les estimations des climatologues, la limite de la calotte glaciaire se situait à cette période seulement 30 km au nord de Creswell. Les paléontologues en déduisent que ce site représentait donc la limite nord du peuplement magdalénien. Aussi loin qu'ait pu rayonner la culture magdalénienne, la plupart des archéologues s'accordent à dire que son berceau se situerait entre le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Les sites sculptés, aussi aboutis et riches que celui d'Angles, sont rares. C'est bien pour cela qu'il fait l'objet de toutes les attentions des scientifiques. Un objectif majeur des archéologues est de reconstituer cette frise sculptée monumentale telle qu'elle était à l'origine. Geneviève Pinson et son équipe répertorient tous les blocs éboulés et relèvent les motifs gravés qui les ornent. Mais l'archéologie du XXIe siècle peut s'appuyer sur d'autres méthodes d'enregistrement. On procède à un scan 3D des fragments gravés. La paroi sculptée est elle aussi balayée par les faisceaux laser pour l'enregistrer dans ses moindres détails. En compilant tous ces relevés en 3 dimensions, on peut tenter d'assembler virtuellement les parties entre elles. De nouvelles campagnes de fouilles sont prévues au pied de la paroi pour découvrir d'autres blocs sculptés recouverts au fil des siècles par des sédiments. Cette figure qui représente un arrière-train de bison probablement, on ne connaît pas sa tête et vraiment on aimerait en connaître un peu plus et savoir vraiment si c'est un bison, si elle est accompagnée d'autres figures. En fait, on se retrouve ici sur un remplissage du site qui n'a pas été découvert et qui promet certainement et qu'on aimerait bien connaître par de nouvelles fouilles. Mais tu sais, tu as plusieurs hypothèses. À l'aide d'un radar, on sonde le sol où l'on suspecte que certains blocs éboulés sont enfouis. Donc sachant quelle est l'atténuation... L'image que renvoie l'écho est très prometteuse, comme le montrent ces lignes. Voilà. Du coup, ce que j'observe là dans le La frise du roc aux sorciers attend de dévoiler d'autres trésors. Face à ces chefs-d'œuvre de l'art magdalénien, dont on perçoit bien la profondeur, la puissance, on est extrêmement sensible à leur qualité esthétique,
même à leur sensibilité, mais il nous manque quelque chose. Et malgré l'évolution de nos disciplines, l'approfondissement de nos connaissances, il nous manquera toujours la vie, il nous manquera toujours la tradition, la profondeur du message qui était associé à ces œuvres. Nous sommes devant le décor, il est somptueux, les acteurs sont partis. Ces œuvres nous questionnent sur la place de l'art dans les sociétés humaines. Elles révèlent aussi un besoin ancré profondément dans nos origines, celui de représenter des mondes réels ou imaginaires.